Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo. Cette vidéo elle est destinée aux personnes, alors, bien sûr toutes les personnes qui peuvent être évitantes ou pas. En tout cas, elle peut permettre aux personnes qui sont évitantes de reconnaître certaines choses en elles, parce que la première chose, et la chose la plus importante à faire quand on est dans ce profil-là, c'est déjà de reconnaître la problématique. Déjà, si vous arrivez à reconnaître la problématique, c'est déjà un pas important pour pouvoir travailler sur vous et avancer. Et réellement, au fur et à mesure de ce travail, commencer à avoir des relations plus authentiques, plus profondes, moins superficielles. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande des efforts, ça demande de la résilience, ça demande de comprendre, de guérir en fait ce qui a toujours été là en vous et qui vous a empêché de réellement vivre la vie que vous voulez, finalement. Et parce que quand on évite toutes les situations, on évite la vie. On évite la substance de la vie. On perd la qualité de ce qui est. C'est comme si quand vous perdez l'odorat, par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé pendant par exemple le Covid, j'ai eu un moment où ayant perdu une partie de l'odorat pendant plusieurs semaines, j'avais perdu une grande partie du goût. C'est-à-dire que je ne pouvais plus réellement apprécier ce que je mangeais. Et quand vous êtes pris dans ces stratégies d'évitement, vous perdez une partie de ce qui fait la substance et le goût de la vie. Et c'est vraiment important ce que je vous dis, parce que j'ai pu être pour ma part, et je vais faire une parenthèse sur ce sujet, mais être dans des stratégies très fortes avec de l'agoraphobie, par exemple, pendant une période de ma vie. Et j'ai très peu de souvenirs en fait de cette période. Pourquoi ? Parce que rien n'est réellement marquant, rien n'est réellement important, parce que vous n'êtes pas en relation. Vous traversez la vie comme un zombie, mais vous ne la vivez pas. Et cette perte de sensibilité que vous pouvez avoir, elle n'est pas définitive. Même si les traumas peuvent être importants, et donc ça peut être long, mais en étant accompagné, en étant aidé, en prenant conscience, en étant bienveillant avec vous-même, vous allez pouvoir en retrouver le goût. C'est possible. Donc croyez-y. Voilà, alors pour démarrer cette suite, la dernière fois je parlais du ghosting, et là aujourd'hui je vais parler de ce jugement que vous pouvez avoir dans l'attitude par rapport aux personnes que vous jugez dépendantes. Vous pouvez avoir un jugement qui est assez dur vis-à-vis des personnes qui sont dépendantes affectives. C'est un jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même, déjà. Mais, et donc, les personnes qui vont être en lien avec vous au niveau affectif, vous allez potentiellement les juger de façon négative, parce que vous avez un jugement en général sur la dépendance. Vous pouvez être dur à ce sujet et injuste.
Et c'est pour ça que, comme vous-même avez nié vos propres besoins émotionnels et qu'ils ont été niés certainement par vos parents, ou en tout cas dans votre vie et dans votre enfance, vous avez un jugement sur les personnes qui, eux, ont des besoins émotionnels, et c'est normal, en fait. Parce que vous pouvez les voir comme étant des personnes faibles. Et cette dureté, cette posture très dure que vous pouvez avoir, vous l'avez parce que vous avez dû être dur envers vous-même à un moment donné. Et il faut assouplir ce jugement-là et comprendre que l'être humain a des besoins émotionnels. Je vais reprendre cet exemple que tout le monde connaît. Mais un bébé qui n'est pas, qui est juste nourri mais qui n'a aucun contact avec les autres êtres humains, il meurt. Et finalement, vous avez accepté qu'une partie de vous-même meure à un moment donné. Mais n'exigez pas et ne soyez pas dur envers les personnes qui ont voulu vivre. Je sais que c'est un peu dur de le dire de cette façon-là, mais vous pouvez avoir ce type d'attitude. C'est pour ça que vous percevez tout ce qui est engagement, tout ce qui est amour, comme une menace finalement de votre indépendance. Parce que vous avez créé cette forteresse et que vous y tenez mordicus. Et cette forteresse, elle a été utile, une fois de plus. Toutes ces stratégies de défense ont été utiles. À un moment donné de votre vie, vous en aviez besoin pour survivre. Mais si vous voyez cette vidéo, si vous êtes en capacité, en maturité, en âge de vivre et de ne plus survivre. Et pour survivre, il va falloir démonter cette forteresse-là. Cette distance que vous avez prise par rapport aux émotions, c'est aussi cette façon que vous avez de rationaliser, de passer par le champ intellectuel, par le champ mental, pour avoir une forme de contrôle. Et ce contrôle, il vous rend pas plus humain, il vous rend froid, il vous rend dur, et limite, vous êtes un robot vis-à-vis des autres. Et si vous n'arrivez pas, et si vous souffrez finalement de ce que vous pouvez recevoir des autres, il faut bien percevoir que ça vient de ce genre de comportement-là. Une fois de plus, il n'y a pas lieu de culpabiliser, mais simplement d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous fermez les portes de la forteresse. Et donc, il faut réussir à reconnecter, recabler intérieurement ce qui existe et vous autoriser à ressentir des choses et vous autoriser à vivre des émotions sans les filtrer par le mental. C'est dur, mais c'est possible. Un autre point dans lequel vous pouvez vous reconnaître, que j'ai perçu fréquemment chez des personnes qui ont ce profil-là, c'est tout ce qui est trait à l'idéalisation en fait. Parce que la façon que vous avez ou que vous avez pu avoir d'idéaliser une forme d'amour inaccessible, ça vous permet de garder le contrôle. Parce que tant que ça reste quelque chose d'irréel, d'idéal, vous avez une forme de contrôle mental sur la situation. Et surtout, vous n'en souffrez pas.
émotionnellement parce que vous avez ce contrôle-là sur quelque chose qui n'existe pas, une version d'une personne qui n'existe pas. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes évitantes qui peuvent être attirées par des relations qui sont impossibles ou des partenaires qui ne sont pas disponibles. Idéaliser une personne et vivre dans le rêve de cette relation alors que cette relation n'existe pas parce que la personne est mariée, elle a des enfants et qu'elle n'a pas de place pour vous. Et vous allez être dans ce rêve, oui, on pourrait vivre ça, on pourrait vivre ça. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous entretenez quelque chose qui n'existe pas. Parce que d'une certaine façon, vous savez que cette zone-là, cette souffrance-là, cette douleur-là, vous pouvez la gérer. Parce qu'il n'y a pas de vraie relation, parce que c'est quelque chose qui n'existe que dans votre tête. Une vraie relation, c'est des difficultés, c'est des confrontations, c'est des énergies contradictoires, c'est la vie. Et la vie, dans toutes ses dimensions, elle est faite de haut, de bas, de moments qui sont mélangés, d'une immense joie qui peut être à un moment donné accolée à une immense peine. Il n'y a pas il faut accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout ça et accepter d'être traversé par les émotions et traversé par ces difficultés. Et ça, c'est quelque chose que les personnes évitantes ont beaucoup de mal à faire. C'est pour ça que ces personnes-là, quand elles sont en relation et qu'elles ont l'impression que ça devient sérieux d'une certaine façon, eh bien, l'autre perd de son intérêt. Parce qu'il y a un risque pour l'ego de l'évitant d'être en relation. Donc, il y a une distance qui se crée, il y a un désintérêt. Il y a aussi le fait de vivre dans une relation passée, en idéalisant une relation passée. Ça aussi, c'est une forme de contrôle en se disant « oui, c'était mieux de telle ou telle façon ». Ça aussi, c'est une préservation, en fait, de l'ego, encore une fois, de la blessure, qui vous empêche de vivre réellement ce que vous avez à vivre aujourd'hui et maintenant, dans cet instant présent, qui est le seul qui existe. Et être dans l'idéalisation, c'est une fuite mentale, parce que vous n'acceptez pas la réalité telle qu'elle est. Le point suivant, c'est tout ce qui est lié aux peurs d'être envahi, la peur d'être contrôlé par l'autre, et toute cette anxiété qui existe par rapport aux attentes de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez les évitants. Et c'est pour ça qu'une personne qui est évitante interprète les demandes affectives comme une forme de contrôle, alors que ça n'est pas le cas. C'est simplement réellement comme ça qu'on rentre en relation. Comme ça que vous n'êtes plus dans une forme avec deux personnes dans leur individualité, mais qu'à un moment donné, elles peuvent fusionner. En partie, parce que c'est jamais complet, mais en tout cas, vous avez réellement un espace commun que vous partagez. Sinon, vous ne le partagez jamais, vous n'êtes jamais dans toute la, encore une fois, dans toute la perception de la beauté de la relation. Il y a toutes les stratégies que vous pouvez utiliser pour fuir parce que vous avez l'impression que l'autre devient dépendant de vous. Et donc, de vous perdre dans des relations superficielles. Vous enchaînez les relations. Alors,
Vous n'êtes pas forcément évitant si vous enchaînez les relations, parce qu'il y a des personnes qui sont anxieuses qui le font, mais elles ne le font pas pour les mêmes raisons. Une personne qui enchaîne les relations en étant évitant, c'est le moment où d'un seul coup elle se sent... son ego ressent une forme d'insécurité par rapport à l'engagement, et donc elle va se retirer de la relation et rentrer dans une autre relation. Pour rester toujours dans cette étape où il n'y a pas de risque, entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas de risque en fait, mais en tout cas l'ego le perçoit comme ça. Ensuite, il y a toutes les stratégies d'évitement inconscientes. C'est toutes les excuses qu'on peut se trouver pour ne pas être en relation. Ça peut être le travail, ça peut être les loisirs, je m'entends pas parce que on partage pas telle chose. Je peux pas rester avec cette personne parce que je sais pas, une chose vraiment elle a une cicatrice sur la main, je peux pas être en relation avec cette personne. Ça, c'est des excuses qu'on va créer pour ne pas être en relation et pour maintenir une forme de distance. C'est une auto-justification finalement de la blessure qui justifie les comportements. C'est aussi se perdre dans le travail, dans les loisirs, dans les distractions, pour éviter de se relier à ses émotions. Vous perdre dans le travail, ça vous évite de réellement rentrer en contact avec ses émotions. Les jeux vidéo, ça peut être ça. Moi, j'ai eu une période, dans la période où j'étais agoraphobe, où je passais des heures et pratiquement des jours entiers, sur des jeux vidéo. Et pourquoi ? Parce que ça m'évitait de me connecter à mes émotions. Donc si vous avez ce genre de stratégie, il faut vraiment savoir si c'est réellement un moment où vous avez besoin de vous distraire, parce qu'on a le besoin et le droit de se distraire, de sortir à certains moments de certaines choses. Mais c'est pas pour rentrer dans un déni et c'est pas pour les laisser sous le tapis pendant des années. Parce que le jour où vous allez être obligé de soulever le tapis, ça va être compliqué. Et puis, pour finir, il y a toutes les formes de sabotage dans vos relations qui fait que vous allez trouver des défauts à l'autre. Vous allez décider que cette personne a tel ou tel défaut et ça va vraiment réellement... Vous allez vous justifier en vous disant voilà, je peux vraiment pas vivre avec cette personne parce que elle a tel ou tel défaut. Et ça, quand vous entrez dans ce mode de sabotage, c'est encore une fois une stratégie d'évitement, alors que vous ne percevez pas forcément. Et c'est tout le problème, parce que du moment où on commence à percevoir, on peut se dire ok, je peux ne pas le reproduire. Et tant qu'on le voit pas, eh bien ça se reproduit, ça tourne et les situations se recréent et vous retombez dans ces problèmes-là. Ce qui est important à savoir, une fois de plus, je le répète, c'est que ça n'est pas une fatalité. Ça n'est pas parce que vous avez des traumas qui ont créé ce mode de fonctionnement que vous êtes obligé de rester dans ce mode de fonctionnement. Votre vie ne doit pas se limiter à ça. Une fois de plus, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais le poids de votre décision, par contre, peut changer beaucoup de choses, c'est-à-dire, oui, ok, j'ai cette problématique-là qui m'empêche de vivre et de profiter de la vie et de tout ce qu'elle a à offrir, et notamment d'avoir de vraies relations avec les autres.
Mais si je m'engage dans ce travail et dans ces prises de conscience, je peux changer. Et je vais changer. Le simple fait de le décider, de s'engager dans un travail avec un thérapeute ou avec un coach, c'est déjà le premier pas que vous faites pour vous, pour justement revenir à une réalité beaucoup plus ouverte, parce que quand vous êtes dans des stratégies d'évitement, quand vous êtes dans ces peurs-là, vous avez réellement des œillères. Et le travail que vous allez faire va petit à petit vous ouvrir. Et c'est ça qu'on fait quand on est accompagné et quand on fait ce travail sur soi. Alors je sais qu'une personne qui est évitante, elle va d'abord commencer par se renseigner pour elle, parce qu'elle va avoir du mal à affronter cette situation-là et à être confrontée au regard de l'autre. Mais moi, connaissant parfaitement ce profil-là, je peux vous aider à ce sujet. Je suis réellement conscient de de la douleur que ça peut être aussi, d'être dans ce profil-là, et de la culpabilité qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, parce qu'on sait qu'on fait mal aux autres d'une certaine façon. On ne le fait pas consciemment, comme une personne qui est manipulatrice. Mais on manipule par rapport à cette blessure. Et à un moment donné, il faut prendre la responsabilité de nos actes. C'est important. Et moi, je peux vous aider à faire ça. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet-là, entre autres, vous pouvez me contacter à l'alchimie du masculin @gmail.com. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt.